Ça va faire 2 ans que la Russie a commencé sa guerre contre l'Ukraine et dans cette vidéo, j'ai envie de faire un peu une rétrospective de l'année 2023 et commencer à nous intéresser à ce que peut offrir l'année 2024. Alors, vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux et d'ailleurs, je vous invite à venir nous suivre sur Instagram. Je travaille en Ukraine depuis maintenant avril 2022 comme journaliste indépendant et c'est vrai que l'Ukraine est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et une guerre que je suis de manière très assidue depuis même avant la guerre d'invasion totale de 2022. Alors que nous offre l'année 2023? Contrairement à l'année 2022 qui a été justement marquée par les débuts de la guerre, les contre-offensives ukrainiennes à Kiev et à Kharkiv, l'année 2023 a été dans une certaine mesure l'année de la fixation. Il y a plusieurs moments clés dans cette année qui peuvent être soulignés. La première, c'est bien sûr la bataille de Bakhmout. Alors, est-ce que la bataille de Bakhmout est-elle une défaite russe ou une victoire ukrainienne ou l'inverse? C'est difficile à dire étant donné que la ville a été prise avec tellement de pertes que c'est une victoire à la Pyrrhus. Et d'ailleurs, cette bataille a permis aux Ukrainiens de tellement affaiblir les Russes et en particulier la compagnie Wagner que cette dernière a quasiment disparu et que Prigojine en juin 2023 s'est révolté contre Moscou avant d'être abattu dans son avion quelques mois plus tard. Le deuxième jalon important, c'est aussi bien sûr la contre-offensive ukrainienne de 2023 qui n'a pas offert les résultats escomptés. Il y a juste eu dans le sud une ouverture sur Robotyne, qui est maintenant appelée la poche de Robotyne, dans lequel toujours aujourd'hui les Ukrainiens essayent de progresser, même si actuellement les Russes sont à l'offensive et essayent de reprendre le territoire perdu. Mais dans les faits, l'année 2023 n'a rien donné de concret comme reprise du territoire par l'Ukraine. Et la troisième, c'est bien sûr la récente chute d'Avdiivka, qui est une petite ville du Donbass. Et encore une fois, c'est un peu comme Bakhmout, les Russes ont perdu tellement d'hommes et de matériel qu'à ce rythme-là, ils vont sacrifier 2 fois leur armée avant d'arriver à Kramatorsk. Et ces chiffres ont justement été donnés par un mille-blogueur russe, Andrei Marazov, qui a parlé de 16 à 17 000 morts rien que pour la ville de Avdiivka. Et d'ailleurs, après avoir révélé ces chiffres, il a plus ou moins été suicidé par sûrement les services secrets russes. Et bien sûr, un des jalons les plus importants de l'année 2023 a été la victoire stratégique de l'Ukraine sur la flotte de la mer Noire russe. C'est intéressant de voir qu'un pays sans flotte a réussi avec des missiles et des drones sous-marins à défaire l'une des plus grandes flottes du monde. Et du coup, c'est très stratégique pour l'Ukraine parce que ça va lui permettre d'affaiblir les lignes logistiques sur le front sud. Parce que comme vous pouvez le voir sur cette carte, le front sud, contrairement au front est, ne dispose pas de tant de lignes logistiques que ça. Il y a bien sûr les airs, mais c'est condamné par les missiles patriotes. Il y a la mer, on vient de le dire, aussi condamné. Il y a bien sûr la jonction territoriale du Donbass via la mer d'Azov qui permet de faire une jonction avec le front sud et bien sûr le pont de Crimée. Et c'est pour ça que les Ukrainiens essaient de se concentrer le plus sur le front sud pour pouvoir couper le front en deux, notamment sur l'axe Melitopol-Tokmak. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à terme aussi, le pont de Crimée, à mon sens, est condamné et que c'est qu'une question de temps pour que l'Ukraine détruise ce pont. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la question de la victoire de l'Ukraine contre la Russie est beaucoup trop lointaine. La victoire de la Russie contre l'Ukraine est aussi relativement lointaine. Mais il y a plusieurs éléments qui peuvent être inquiétants pour l'Ukraine. Le premier, c'est bien sûr la question du retour potentiel de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, encore une fois, rien n'est encore fait. Donald Trump est loin d'être président et ce serait pratiquement fou de faire une prédiction sur qui pourrait gagner les élections. Mais ce qui est sûr, c'est que Donald Trump a des chances, voire de fortes chances de remporter les élections et a déjà de toute manière un pouvoir de nuisance sur l'aide apportée à l'Ukraine par les États-Unis. Et c'est notamment le cas actuellement avec le Congrès qui est complètement bloqué parce que le Congrès est censé voter une loi de financement des alliés américains, une enveloppe de 90 milliards, dont 60 milliards pour l'Ukraine. Et actuellement, Trump qui est en campagne essaye de bloquer cette aide à l'Ukraine. Alors, la raison, c'est sûrement pour aussi bien sûr empêcher Biden de gagner des victoires diplomatiques ou des victoires à l'interne et aussi bien sûr pour que les républicains en campagne puissent négocier à la hausse leurs intérêts en échange de leur vote à la Chambre des représentants parce qu'il ne faut pas oublier que cette enveloppe est passée au Sénat, maintenant elle doit passer à la Chambre des représentants et le speaker de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui est un Trumpiste chevronné, refuse de faire passer cette loi à l'ordre du jour parce qu'on est relativement conscient que si on fait passer cette loi à l'ordre du jour, il y a quand même toujours un consensus plus ou moins bipartisan sur la question de l'Ukraine, Israël et Taïwan et que l'enveloppe devrait vraiment potentiellement passer. Et c'est notamment par cette peur, notamment aussi par les déclarations de Donald Trump sur l'OTAN,
que l'Union européenne essaye de s'activer, notamment en signant récemment différents traités de sécurité avec l'Ukraine, et une Union européenne qui essaye de faire bloc contre justement la Russie de Poutine, étant donné que je pense qu'il y a une prise de conscience actuellement que la Russie de Poutine est en guerre contre l'Occident, et je pense que l'Occident commence à comprendre ça, et on voit de plus en plus de signes qui montrent que l'Occident s'arme, se prépare à un potentiel affrontement avec la Russie. Mais ce qui se joue, et c'est le plus important, et j'ai même pu voir personnellement lors d'un reportage dans le secteur d'Avdiivka, c'est la question des obus. Et j'ai discuté avec des artilleurs qui me disaient qu'il manque cruellement d'obus pour pouvoir faire face à la Russie. La Russie qui, rappelons-le, a reçu 1 million d'obus de la part de la Corée du Nord. Et aujourd'hui, les estimations d'échanges d'artillerie sont de 10 000 coups tirés par jour par les Russes pour 2 000 seulement pour les Ukrainiens. Et selon un article du New York Times, les ressources d'obus de l'Ukraine pourraient tarir d'ici fin mars et du coup entraîner une véritable catastrophe. Mais justement, c'est là où interviennent les Européens, étant donné que les Européens, notamment annoncés par Joseph Borrell, alors n'ont pas réussi à livrer les 1 million d'obus qu'ils ont promis, mais vont être en mesure de livrer 200 000 obus à l'Ukraine pour le mois de mars et ont déjà fourni 300 000 obus à l'Ukraine dernièrement. Mais surtout, c'est que le président de la République tchèque, Petr Pavel, aurait trouvé plus de 800 000 obus, 500 000 obus de 155 mm et 300 000 obus de 122 mm dans des pays en dehors de l'OTAN et qu'il faudrait sécuriser le paiement qui est plus ou moins de 1,5 milliard pour les envoyer d'ici quelques semaines à l'Ukraine. Et il semblerait en tout cas que les Ukrainiens vont recevoir prochainement suffisamment d'obus que pour pouvoir tenir les Russes à distance et ils vont aussi recevoir très prochainement les F-16 qui ne vont pas forcément faire de différence sur le champ de bataille, mais vont en tout cas gêner très grandement les lignes logistiques russes et les constitutions de défense et forces d'attaque russes. Ce qui va permettre aux Ukrainiens, à mon sens, de tenir suffisamment pour que la machine industrielle européenne se mette vraiment en marche de manière assez conséquente pour pouvoir fournir les obus que l'Ukraine a besoin contre la Russie. Et notamment, le haut-commissaire européen Thierry Breton a annoncé récemment le fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne est en mesure de produire 1 million d'obus par an. Et le projet, c'est de pouvoir, d'ici 2025-2026, monter en cadence et être capable de produire entre 1 500 000 obus par an jusqu'à 2 millions. Donc c'est pour ça que de nombreux observateurs de la guerre en Ukraine ne voient pas forcément un effondrement du front ukrainien, en tout cas pas dans le Donbass et notamment dans le sud. Donc à moins qu'il y ait vraiment une erreur politique, il n'y aurait pas d'effondrement ni du côté russe ni du côté ukrainien. Et que l'année 2024, au contraire, est l'année, dans un premier temps, de la constitution de la défense ukrainienne contre les Russes, dans un deuxième temps, de l'armement et de la reconstruction de stocks des Européens, mais aussi de la production locale ukrainienne, notamment de drones kamikazes, et aussi, dans un troisième temps, une concentration des efforts de l'Ukraine sur le front sud et sur la Crimée. D'ailleurs, c'est pour ça que le président Zelensky, dans une interview à Fox News, a dit que la Russie devait s'attendre à des surprises en mer Noire. Et je pense qu'avec notamment les Skype et les Storm Shadow que l'Ukraine continue à recevoir, on n'est vraiment pas à l'abri de surprises en mer Noire. Et aussi, certains observateurs disent que après les élections de mi-mars en Russie, alors rappelons-le, ce sont des élections qui sont complètement factices, mais en tout cas, Poutine aimerait refaire une nouvelle mobilisation. Les Ukrainiens aussi sont en train de passer une loi pour mobiliser 500 000 hommes. L'idée, c'est justement de pouvoir bien sûr remplacer les hommes blessés et les hommes morts au combat, mais aussi de pouvoir commencer à avoir des turnovers avec des soldats qui sont au front depuis maintenant 2 ans. Donc il est difficile de se projeter plus en avant en 2024. Il y a des choses qu'on sait et on peut faire des pronostics, mais il y a énormément de choses qui sont encore dans l'inconnu. Et la chose bien sûr qui est le plus dans l'inconnu, c'est les élections américaines de novembre 2024, avec un potentiel décrochage de l'Amérique de la question ukrainienne. C'est quelque chose qui est très clairement sur la table. Est-ce que l'Union européenne sera en mesure de colmater? C'est une bonne question. Est-ce que Trump va gagner les élections? On ne sait pas. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année 2024 va être une année charnière, aussi bien pour l'évolution de la guerre en Ukraine, mais aussi pour l'ensemble de la sécurité collective européenne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, mettre un like, mettre un commentaire. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée.